Sur cette photo, prise quelques mois avant sa mort, Louis Massignon est assis sur le muret d'une fontaine au hameau de Sept-Saints, près du village de Vieux-Marché, dans les Côtes d'Armor. En compagnie de Mohamed Taki, futur président des Comores, il assiste à un pèlerinage islamo-chrétien qu'il a lui-même instauré en ce lieu quelques années auparavant. L'homme au manteau, comme l'a surnommé l'un de ses disciples, Massignon est l'une des personnalités les plus complexes du XXe siècle. Orientaliste, scientifique, professeur au Collège de France, ethnographe, philosophe, homme politique, mystique, chrétien en dialogue avec l'islam, marié, prêtre melkite, il fut tout à la fois. Auteur prolifique, il se confia à travers une multitude d'écrits et de correspondances que l'on continue de découvrir. C'est un personnage très insaisissable, très mystérieux. Bon, extrêmement volontaire, qui avait une idée en tête justement, qui était cette idée de sauver l'islam en quelque sorte, de sauver les musulmans pour lesquels il avait une passion intellectuelle. Il s'est intéressé à toutes les formes de l'islam puisqu'il était professeur au Collège de France de sociologie musulmane. Donc il s'est intéressé à tous les aspects de l'islam, mais l'aspect de l'islam qui l'intéresse le plus, c'est l'islam chiite, c'est l'islam mystique évidemment. Plusieurs facettes qu'on ne peut pas voir en même temps, mais qu'il faut se déplacer pour les voir, et qui finalement montrent cette complexité. Et surtout cette complexité, mais aussi ses contradictions. Il y a des contradictions, il est pétri de contradictions. C'est quelqu'un qui est de tradition universitaire, de la tradition universitaire française, mais en tant qu'orientaliste, tout à coup, il se découvre une deuxième patrie, et donc sa patrie spirituelle, c'est le monde arabe. Des petites phrases poétiques à l'allure de maximes viennent jaillir au milieu d'un discours scientifique ou d'une lettre à un ami. Un jour, il avait écrit ce qui pourrait se référer aussi bien au mystique musulman Mansour al-Hallaj qu'à lui-même. Il s'agit de rejoindre l'autre là où il est, tel qu'il est et tel qu'il se veut. Il faut se mettre dans l'axe de sa naissance. Il y a d'abord une date, le 25 juillet 1883, 7 heures du soir. Et un lieu, 5 avenue Watteau, à Nogent-sur-Marne. Date de naissance de Louis Massignon, dans une villa aujourd'hui remplacée par de nouvelles constructions urbaines. Ses premiers souvenirs remontent à sa petite enfance. Jardin de Nogent, le printemps, ma chambre, ancien atelier de mon père avec ses fresques. Il en reparlera vers la fin de sa vie en évoquant des kakemono, peinture japonaise verticale, placée par son père dans sa chambre d'enfant. Il dira « Ces souvenirs m'apparaissent maintenant, comme la pierre angulaire de ma reconstruction psychique. » Louis Massignon, il naît en 1883 dans une famille dont on peut dire qu'elle est typique de la Troisième République. Il avait un père qui était un bourgeois de la Troisième République, un laïc, membre de la Ligue des droits de l'homme, mais en même temps qui n'était pas un bigot de la laïcité, quelqu'un qui était ouvert au merveilleux, qui avait un culte pour Jeanne d'Arc, qui était anticlérical mais ouvert à une sorte de merveilleux laïc. Et sa mère, c'était des gens du Nord, la filature du Nord, et c'était une catholique, comme disait Léon Bloy de sa mère, qui était du même style mais d'origine espagnole, c'était une chrétienne des anciens jours. Louis grandit dans une famille bourgeoise aisée, confiante en l'avenir, qui incarne une foi en l'homme et la science, vertu couramment reconnue en cette fin du XIXe siècle. Fils de pharmacien, le père de Louis fait des études de médecine et de chimie et reprend l'officine familiale.
mais c'est l'art qui est sa vocation. Il se met à pratiquer la sculpture et la peinture sous le pseudonyme de Pierre Roche, nom emprunté à ses ascendants maternels. Ce tableau, qu'il a réalisé l'année de son mariage, représente sa jeune épouse Marie Rovin, enceinte de Louis. Pierre Roche se dit incroyant et se montre réticent à faire baptiser son fils. Cependant, il décide de participer à la cérémonie. Lorsque Louis sera plus grand, il lui exposera la doctrine de la philosophie matérialiste, tandis que sa mère, catholique fervente, lui fera découvrir Saint François de Sales et Fénelon, et copiera pour lui dans de petits carnets des méditations quotidiennes, principalement de Bossuet. C'est ainsi que l'enfant grandira dans une ambiance où s'affronteront esprit laïque et esprit religieux, partagé entre l'agnosticisme de son père et la foi de sa mère. À 11 ans, Louis prépare sa première communion, suivie de sa confirmation. Mais cette fois-ci, son père refuse d'être présent. Les Massignon déménagent à Paris, rue Solferino. En même temps, Pierre Roche acquiert en Bretagne un terrain à la ville-évêque, sur la commune de Pordic, dans les Côtes d'Armor. Pierre Roche avait besoin peut-être d'une province d'élection. C'était un Parisien depuis des générations. Et derrière la Bretagne, il recherchait un folklore, une sorte d'authenticité. Et donc, il allait régulièrement à Binic, où il y a un hôtel qui existe encore, au bord de la plage. Il passait presque 4 à 5 mois par an, parce que le train y conduisait. Il y avait à l'époque un petit train qui allait jusqu'à Pordic. Il a construit cette maison vers 1900, qu'il a entièrement sculptée, qui est une œuvre d'art total absolument magique. Et donc, très tôt, Louis Massignon y est allé en vacances. Les paysages de la Bretagne sont propices à des méditations qui se transforment en angoisse métaphysique. Le jeune homme se pose la question du sens du savoir, dont il perçoit des limites. Cesser de penser ou penser indéfiniment. Deux attitudes pareillement intolérables. Pierre Roche, la même année, la même semaine, lui fait rencontrer un ami franc-maçon, Élie Pécaud, et il lui fait rencontrer un de ses rares amis croyants, converti au catholicisme, l'écrivain Joris Karl Huysmans. Huysmans, pour lequel il a créé en 1897 le frontispice du roman La cathédrale. Bon, c'est vraiment un signe d'ouverture pour laisser son fils choisir sa voie. À l'époque, Huysmans s'installe dans la Vienne, à proximité de l'abbaye bénédictine Saint-Martin à Ligugé, et projette de devenir oblat. Il fait bâtir une demeure et prévoit de fonder une colonie d'artistes chrétiens qui partageraient la vie des moines. Parmi eux, le peintre Charles-Marie Dulac, qui fait partie, de même que Huysmans, des jeunes convertis de la Belle Époque. Huysmans, à cette époque-là, était en train d'écrire son livre qui deviendra Sainte Lidwine de Schiedam, sur une mystique hollandaise qui a subi une sorte de passion tout à fait étrange et extraordinaire pendant plusieurs années, où elle ne se nourrissait que de l'Eucharistie, où elle était affligée de toutes les maladies possibles et imaginables, par justement substitution mystique. Et c'est lors d'une journée mémorable que cet écrivain va transmettre au jeune Louis Massignon ce principe de la substitution mystique. L'entretien du jeune Massignon avec Huysmans dure 6 heures. Même si l'on ne sait pas ce qui s'est dit au cours de cette rencontre, on peut imaginer que l'écrivain y fait allusion à Lidwine de Schiedam. Canonisée par le pape Léon XIII, elle eut une vie marquée par la souffrance. Étendue sur son grabat pendant 38 ans,
elle décrivait ses visions dans lesquelles le Christ lui apparaissait sous la forme de l'enfant crucifié. En parlant de Sainte Lidwine, Huysmans révèle à lui l'existence de certains destinés offrant leur souffrance pour le rachat des âmes. Massignon notera dans son carnet de manière laconique. Conversation très originale. Il avouera cependant plus tard. La foi de Huysmans, sa certitude de la réalité de la substitution mystique, m'impressionne. Les deux hommes se rendent au Vêpres à l'abbaye. Lui scrute les moines avec un sens acéré de l'observation. À son retour à Paris, il apprendra, quelques mois plus tard, la dissolution de la communauté bénédictine de Saint-Martin suite à la loi 1901 et le départ de Huysmans des Ligugés. Lui note ses impressions du quotidien dans un carnet. Il le fait dès son plus jeune âge, suite au conseil de son père à l'occasion de ses voyages. Il rédige aussi des diaires et s'exprime à travers de nombreuses correspondances. En 1901, quelques mois avant d'intégrer la caserne Atry à Rouen, il écrit à ses parents. Ma vie nouvelle va naître. En effet, c'est durant son service militaire que Louis dit avoir définitivement perdu la foi. Il fait sa dernière confession et cherche en vain à prier à Don Rémy, village de Jeanne d'Arc, aimé de son père. La mère de Louis, cependant, ne perd pas espoir. Sa mère avait coutume d'allumer un cierge à la Croix des Brûlons, qui était un petit oratoire caché dans la lande de Pordic. Enfin, il n'y avait pas encore une croix à l'époque, hein, mais cet oratoire, Louis Massignon pouvait le voir de sa chambre à la Ville-Évêque, et il voyait ce cierge brûler, et il était tout à fait au courant des intentions de prière de sa mère pour sa conversion. Massignon poursuit brillamment ses études. Il étudie à la Sorbonne, où son professeur de géographie lui fait découvrir la figure de Léon l'Africain. Personnage au parcours romanesque, Léon l'Africain est né dans une famille musulmane de Grenade vers la fin du XVe siècle. À la demande du pape Léon X, il a rédigé la description de l'Afrique. Traité méthodique qui restera durant des siècles la source quasiment unique de renseignements géographiques sur le Maroc. Massignon décide de se rendre à Tanger et de parcourir le pays jusqu'à Fès pour comparer les observations de Léon l'Africain et le Maroc du début du XXe siècle. Et c'est encore son père qui l'aide à organiser ce voyage. Louis Massignon part avec un ami peintre de son père, qui s'appelle Pierre Sainte. Donc c'est une façon pour le père de veiller sur son fils à distance, de façon discrète, en le surveillant quelque part, comme un père peut s'inquiéter pour son fils, qu'ils sont aussi malléables ou influençables sans doute. Louis Massignon et Pierre Sainte organiseront une caravane et, chargés des victuailles, boissons, mais aussi de matériel photographique conséquent et d'armes à feu, ils partiront de Tanger en direction de Fès. Il résulte de ce voyage d'études une œuvre de précision et d'ampleur exceptionnelle, si l'on songe que son auteur n'a que 20 ans. J'ai pu vivre quelques semaines de printemps dans le Garbes, à Tanger, Elxar et Larache, et quelques journées trop brèves à Fès. Ce temps m'a suffi pour revoir le Maroc des années 1500, la même steppe giboyeuse, bariolée de fleurs, les mêmes olivettes encadrées des villages et des traditions identiques. Massignon publie aussi un article au sujet du Maroc dans la revue Le Monde Illustré. En mai, tout le pays marocain devient uniformément dénudé et fauve. Le soleil le maîtrise. Les pins et les cèdres se sont réfugiés dans la montagne et les oliviers autour des villes. Quant aux dattiers, la palmeraie si typique des oasis sahariennes ne remonte pas au nord. Et sur la route de Fès, on ne trouve que de loin en loin un dattier isolé, d'ailleurs stérile, simple point de repère des caravaniers.
Le Maroc est encore dans un niveau d'insécurité assez prononcé. Il n'y a pas encore de protectorat. Il va faire l'expérience de certaines péripéties, certaines aventures qui vont être décisives dans ses choix, même de ses choix de jeunes chercheurs. Quelques années plus tard, il fait la relecture de cet épisode qui semble être l'un des éléments fondateurs de sa future vocation d'orientaliste. J'ai goûté plus âprement que beaucoup au contraste de l'âme arabe en ce pays. Je connais aussi bien la nifaq, l'hypocrisie, que le wafa bilad, la fidélité, et ma constance dans les amitiés ne s'aveugle pas. L'interprète et guide de Massignon l'a en effet trompé à plusieurs reprises, et le jeune explorateur français se rend compte qu'il ne pourra plus voyager sans avoir une bonne connaissance de la langue. Il décide donc d'apprendre l'arabe pour des raisons pragmatiques. À cette époque, Massignon ignore que 20 ans auparavant, un certain Charles de Foucault, déguisé en rabbin russe, avait également entrepris sa reconnaissance au Maroc. Il l'apprendra plus tard, et lorsque son ouvrage sera terminé, il cherchera à le faire lire à Foucault. Il confie son ouvrage au colonel Henri de Castres, qui le transmet au colonel Lyautey, lequel le donne au futur ermite du Hogar. Massignon lui dédicace son travail et il lui envoie. Et c'est à partir de là, Charles Foucault va lui répondre et qu'ils vont échanger une correspondance. Charles de Foucault écrit au jeune Massignon ces quelques lignes, tout en ignorant qu'il s'adresse à quelqu'un qui a perdu la foi. « J'offre à Dieu pour vous, mes pauvres et indignes prières, le suppliant de vous bénir et de bénir vos travaux et toute votre vie. » Au retour à Paris, Massignon retrouve une jeune figurante de music-hall, Julia N., qu'il fréquente assidûment depuis 2 ans. Pierre Roche, inquiet de l'ampleur de cette relation, cherche à éloigner son fils de la capitale. Il obtient pour lui un poste de membre temporaire à l'Institut d'archéologie orientale du Caire. Fin 1906, Louis, à peine diplômé des langues orientales, embarque donc à Marseille en direction d'Alexandrie. Pendant le voyage, il fera une des rencontres décisives de sa vie, celle avec un jeune aristocrate espagnol, Luis de Quadra, converti à l'islam et homosexuel. À l'époque, on passait du temps sur des bateaux, c'était des lieux poétiques, ces bateaux. C'était des lieux de rêverie, des lieux poétiques, puis des lieux de rencontre. C'était propice à des rencontres de gens qu'on ne connaissait pas. C'était l'isolement par rapport à la famille, donc propice aussi à des coups de foudre. C'est comme ça que ça s'est produit. Et donc ça va être le début d'une aventure. Bon, une aventure un peu folle, hein. Il va vivre, il le dira, une vie très sensuelle, une vie de débauché. Et il se trouve que ça a coïncidé très exactement, cette semaine est la semaine pendant laquelle Huysmans est mort. Et Massignon est persuadé, et son père, qui était un ami d'Huysmans, le lui a dit que Huysmans aurait prié pour lui pendant son agonie. C'est en parlant de cette période de sa vie que Massignon dira « J'ai perdu la foi dans un double assaut, intellectuel et charnel. » Cependant, Luis de Quadra ne fait pas qu'entraîner le jeune Français dans les bas-fonds du Caire et d'Alexandrie. Il lui fait aussi découvrir la spiritualité musulmane. Il remet à Massignon un exemplaire du Mémorial des Saints du poète persan Farid ad-Din Attar, qui contient entre autres un verset d'Al-Hajj, distique soufi.
qui est une figure de martyr, une figure d'hérétique au regard du dogme et de l'orthodoxie musulmane, de ce personnage martyrisé à Bagdad en 922. Et on voit dans le carnet de Massignon le jour, parce qu'il tenait ce qu'il appelait un diaire, c'est-à-dire tous les jours, il notait très minutieusement tous les événements de la journée, et le jour où il découvre Al-Hadj, il y a un énorme trait rouge qui barre la matinée, les notes sur la matinée de sa découverte. Et c'est même plus qu'un trait, je crois qu'il y a une triple soulignure rouge vif, presque une tache de sang sur ce carnet. Pendant ses voyages en Orient, Massignon est équipé de matériel photo, comme lors de sa première expédition au Maroc. Prendre des images photographiques semble être pour lui un réflexe naturel, une manière de constituer progressivement sa collecte de souvenirs personnels. C'est en Égypte que Massignon ressent un manque d'intérêt pour l'archéologie, en même temps qu'il éprouve un attrait irrésistible vers la culture musulmane. Il accepte cependant une nouvelle mission archéologique en Mésopotamie. En partant pour Bagdad, fin 1907, il prendra avec lui un exemplaire du livre de Huysmans sur Sainte Lidivine de Skedam. La mission en Mésopotamie, c'est une mission archéologique qui est commandée à Louis Massignon. Mais ce qui le stimule le plus, c'est qu'il va aller sur les traces de Al-Hadj, qui a été persécuté en particulier par l'islam sunnite, c'est-à-dire par l'islam très légaliste, parce qu'il était justement, c'est un mystique qui était en dehors de la sphère légaliste. À Bagdad, il délaisse le milieu consulaire et, contrairement aux autres Européens, il s'installe dans le quartier musulman. Un père Carme, le père Anastase, écrit à son sujet. Massignon est très instruit sur toutes les matières, excepté celle de son salut. Il est venu pour étudier la religion musulmane et pour y arriver, il a loué une maison dans le centre même du quartier musulman. Il n'a de plaisir que lorsqu'il se trouve en société avec eux. Il parle assez bien arabe. Il connaît la vie de plusieurs de leurs mystiques, beaucoup plus qu'il ne connaît des vies de saints. El-Hallaj est connu notamment pour la fin de son histoire, puisqu'il a été mis à mort, il a été crucifié pour avoir dit « Ana al-Haq », je suis la vérité. El-Haq, non seulement c'est la vérité, mais c'est en plus un nom divin. Et c'est là que Massignon l'assimile au Christ. Il dit que c'est une sorte de figure christique, inconsciente évidemment. Jamais Al-Hadj ne s'est converti au christianisme. Mais pour Massignon, c'est une figure absolument parallèle à la figure christique, et il replie les deux figures l'une sur l'autre. Et voilà vraiment le point de rencontre de l'islam auquel il s'intéresse et du christianisme qui fonde véritablement toute sa construction intellectuelle et spirituelle. Et Al-Hadj l'habite totalement, en fait. C'est un modèle, pour lui, c'est un personnage absolument fondamental. Il a même fait des démarches auprès du pape pour le faire reconnaître comme un saint de l'Église. Fin mars 1908, Massignon dirige une expédition pour explorer les ruines de la forteresse d'Al-Olkeidir, située dans le désert de Karbala. La région est en proie à une prochaine révolution, et le français, dénoncé par des archéologues allemands, est soupçonné d'espionnage. Arrivé sur le site, il est accueilli par une salve de balles. Sa caravane s'enfuit. Un de ses serviteurs, Wali, part avec l'argent et le dénonce. Il ne reste avec lui qu'un seul domestique, Djabouri, avec qui il entretient une relation affective. Massignon est finalement arrêté par les autorités ottomanes à Al-Kout, ville située sur la rive gauche du Tigre. Il est forcé d'emprunter un cargo remontant le fleuve en direction de Bagdad. À bord, je me trouvais dévisagé effrontément. J'étais dans un coin du salon, à peine isolé, assis sur un lit de camp, fermant les yeux pour tenter d'échapper aux questionneurs. Il tente de s'évader à 2 reprises, mais il finit par être écroué dans la cale du bateau. Encore hanté par des désirs impurs,
Je me passais du kohl aux yeux et de l'essence de jasmin aux lèvres pour plaire avant de m'endormir. Il entend des voix lui annonçant qu'à l'aube, il sera exécuté. Voilà à quoi j'aboutissais. Après 4 ans et demi d'amoralisme, justement éliminé par l'avarice de ma science et de mon plaisir. Mourir, dans une situation affreuse, tous les miens seraient heureux de m'oublier. Il fait une tentative de suicide avec un couteau qu'il tente de s'enfoncer dans le cœur. Il échoue. Il crie alors le nom de Hallaj et celui de son amant Djabouri. Je me débattais entre ces deux amours. Dans la nuit du 3 au 4 mai, alors que le bateau passe devant les ruines d'une antique cité de Ctésiphone, il vit une expérience mystique qu'il appellera plus tard la visitation de l'étranger. Et c'est comme ça qu'il parle de sa rencontre avec Dieu. À la fois, je crois qu'il s'est senti jugé, et puis en même temps, il s'est senti pardonné au-delà de toutes ses attentes. Hospitalisé à Bagdad, Massignon est donné pour mort. Ses amis, les frères Aluissi, veillent sur sa sécurité et se relaient à son chevet. Il récite la prière des mourants. Finalement, son état de santé s'améliore et Massignon, soutenu par les autorités françaises, va pouvoir entrer en France. Et là, il connaîtra 2 autres moments qui, d'une certaine façon, complètent et parachèvent sa conversion. Le sentiment intérieur de la communion des saints et de l'extraordinaire communauté ecclésiale qui est celle des croyants. Et quand il rentre en France, le personnage est totalement révolutionné. C'est-à-dire, le personnage de Massignon n'est plus du tout ce qu'il était avant. D'abord, je pense que c'était quelqu'un qui était quand même une espèce de personnage assez... comme un égo un peu, c'est surdimensionné, et puis qui était très, très fier de lui-même, qui était une sorte de jeune savant très fringant. Et sa conversion, il ne se convertit pas à l'islam, mais on peut dire que le spectacle de l'islam, la croyance des musulmans, des pèlerins, des sanctuaires, des hauts lieux musulmans, l'a mis dans une espèce, je dirais, de champ magnétique religieux qui a fait que ça l'a ramené à son catholicisme. Donc à partir de ce moment-là, nous avons un Massignon qui est un Massignon qui assiste très régulièrement à l'office, qui développe l'oraison, la méditation religieuse, qui fréquente des cercles religieux à Paris, à Montmartre. Il change complètement. Et en même temps, il est toujours ce jeune sociologue de l'islam qui est lié au Collège de France et à l'école pratique des hautes études et tout ça. Donc là, le personnage change et donc c'est le moment essentiel. Quand il est revenu de Bagdad, il était encore physiquement, il était encore flageolant, hein, parce qu'il avait quand même pris, il n'y avait pas que le palu, hein, il y a eu toute la commotion, hein, au sens fort, hein, c'est pas une commotion cérébrale au sens médical du terme, mais une véritable commotion qui l'avait complètement bouleversé physiquement, hein, autant qu'intérieurement. Et il raconte à ce moment-là que son père l'accueille à Paris, il lui dit, bon maintenant, Pordic, la Bretagne, il n'y a pas mieux, au calme, pour récupérer. Et il raconte qu'il ne lisait, à l'époque, il ne priait que l'office de la Sainte Vierge. Et donc il s'est raccroché à la Vierge Marie, et c'est de là que date très vraisemblablement la dévotion mariale qu'il avait, oui, ça c'est certain. Marie Rovin est gratifiée par le retour de son fils à la foi catholique qu'elle n'a jamais désespéré. Massignon écrira plus tard, dans les notes sur sa conversion, qu'au moment où il était en train de vivre sa nuit mystique sur le bateau remontant les Tigres, elle priait pour lui à Lourdes. Ah bah, évidemment, Marie Massignon était aux anges. Hein. Elle avait toujours désiré que son fils revienne à la foi et elle ne pouvait qu'approuver et accompagner ce mouvement. Mais il y avait quand même, je pense, chez elle une certaine emprise sur son fils. Enfin, la manière dont elle a voulu qu'il n'embrasse pas une vocation sacerdotale, c'était le fils aîné qui devait se marier, transmettre le nom. Enfin, il y avait quelque chose où elle n'a pas accompagné jusqu'au bout cette conversion.
Quant à Pierre Roche, il est déboussolé par la nouvelle posture intellectuelle et spirituelle de son fils et son retour au christianisme. Cependant, père et fils vont retrouver rapidement un nouveau terrain d'entente sous les auspices de Jeanne d'Arc. Le 18 avril 1909, ils se rendront ensemble à Domrémy. Ils ne se sont pas brouillés pour autant, mais ils se sont rapprochés. Et ce pèlerinage commun à Domrémy scelle leur rapprochement. L'un et l'autre se sont retrouvés dans cette figure de sainteté. À la suite de sa conversion en Mésopotamie, Louis Massignon change radicalement de vie et rompt progressivement avec un bon nombre d'amis rencontrés en Orient. Sa relation avec Louise de Quadra prend un sens nouveau de substitution mystique. Au fur et à mesure, il s'éloigne de son enseignement tout en continuant à entretenir avec lui des échanges épistolaires jusqu'en 1921 où Louise de Quadra se donnera la mort dans une prison de Valence. Et je pense que Louis Massignon a besoin de donner un sens à tous ces événements et de les inscrire dans une trame commune qui est celle de sa destinée et ce qui renvoie à sa conversion. Puisque finalement, ces personnes qui vont se suicider, Louise de Quadra, sainte, des renégats, entre guillemets, je pense que Pierre Sainte était homosexuel aussi. Il voit sa conversion et le fait qu'il s'éloigne de ses amis, comme quoi il a été désigné pour être sauvé, mais aussi pour les sauver, eux. C'est intéressant de voir comment Louis Massignon, sans cesse, tisse des liens entre tous les événements de sa vie, en les mettant en rapport avec des événements sacrés, avec la liturgie, avec des dates importantes de l'histoire universelle. C'est quelqu'un qui, sans cesse, met des liens entre des événements ou des personnes à travers le temps et l'espace, et à faire comme ça des rapprochements assez saisissants. Il a besoin, de manière permanente, de donner un sens à sa vie et aux épreuves qu'il traverse. En 1908, Massignon noue un contact avec Paul Claudel, en lui envoyant une lettre en réaction à l'un de ses propos critiques envers l'islam. C'est le début d'une longue amitié. À partir de cette date, les deux hommes ne vont plus cesser de s'écrire. Ils évoqueront leur passé marqué par des passions désordonnées. Ils échangeront au sujet de leur rapport complexe au sacerdoce et à la vocation religieuse. Claudel a été à la fois fasciné et en même temps, il a eu pitié de Massignon. Il s'est senti une responsabilité vis-à-vis de lui. Il a compris qu'il avait besoin d'être soutenu. Et Claudel a été d'un soutien spirituel indéfectible. Ce qu'il a apprécié chez Massignon, c'est sa franchise. Ce caractère pénitentiel chez Massignon qui le poursuit toute sa vie, qui est évidemment exorbitant et constamment présent dans tout ce qu'il dit et tout ce qu'il écrit. Cette espèce de volonté de s'améliorer, de faire pénitence, d'offrir sa propre souffrance pour les autres, c'est une chose qui touchait énormément Claudel. Massignon passait son temps à faire pénitence, enfin de manière à la fois privée. Alors ça, on ne sait pas tout bien sûr, mais public. Il passait son temps à faire des pèlerinages, à aller à genoux à tel ou tel endroit, à faire des grands pèlerinages à pied, que ce soit en Orient, que ce soit en France, que ce soit n'importe où en Europe. Et tout cela, c'était pour effectivement essayer de se sauver de son propre péché. La substitution mystique, c'est ça aussi, hein, c'est d'une certaine manière s'offrir pour le péché des autres, c'est-à-dire ajouter en quelque sorte à son propre péché le péché des autres. Il y a évidemment un côté christique là-dedans. Massignon décide de renouer le contact avec Charles de Foucauld en répondant finalement à sa première lettre reçue au retour de l'expédition marocaine. Une rencontre en tête-à-tête a lieu en février 1909. De passage à Paris, Foucauld entraîne Massignon pour une nuit d'adoration au Sacré-Cœur. Une amitié indéfectible va unir par la suite ces deux hommes, malgré leurs 25 ans d'écart. Après l'assassinat de Charles de Foucauld à la porte de son ermitage en 1916, Massignon n'aura de cesse de faire perdurer son œuvre
et deviendra son exécuteur testamentaire. En quête d'un successeur, Charles de Foucauld aura tenté de convaincre Massignon de le suivre au désert. Se jouera alors l'un des plus ardents dilemmes de la vie de Massignon. Il sera tiraillé entre un désir de vie érémitique et sacerdotale, l'idée du mariage, et l'approfondissement de la connaissance de l'univers musulman à partir d'une recherche sur Mansour al-Hallaj. En novembre 1909, Massignon est de retour à l'Institut d'archéologie orientale du Caire pour rédiger le rapport sur sa mission en Mésopotamie. Il sera mêlé au milieu scientifique français. Il suivra également, en tenue d'étudiant musulman, les cours de l'université d'Al-Azhar. Claudel va l'inviter à quitter l'Égypte, à devenir un disciple de Charles de Foucauld, mais finalement il s'y renonce. Il est tenté, il l'envisage, mais il renonce, il ne peut pas quitter l'Égypte. Vraiment, l'Égypte le retient. C'est un lieu aussi où il va enseigner l'arabe, il va avoir une amitié avec le fils du recteur d'Al-Azhar. Donc il lui ouvre la porte, il va pouvoir y étudier la logique. Il va être très sensible à ce qui se vit en Égypte. Il va aimer se promener dans les cimetières égyptiens, dans la cité, dans ce qu'on appelle la cité des morts. Ces lieux à la fois pleins d'ambiguïté, où il se vivent plein de choses pas forcément très morales, mais aussi ces lieux de spiritualité. Massignon fréquente la haute société des chrétiens orientaux du Caire, établie principalement dans le quartier de Zamalek. C'est là, en 1912, il va croiser Marie Caïl, jeune femme née d'une mère allemande et d'un père égyptien de confession catholique melkite. Ils bavardent ensemble et elle est séduite par ce garçon-là qui tient des propos admiratifs sur la langue arabe, sur la culture arabe, et elle tombe amoureuse de lui, ça c'est sûr. Marie Caïl était tombée amoureuse de lui à cette époque-là. Et donc Massignon, il a trois possibilités. Ou bien il se marie avec Marie Caïl, ou bien il rejoint le père de Foucauld au désert, ou bien troisième option, il rentre en France et il fait le mariage conventionnel, voilà, pour se libérer de son passé, pour se libérer de son présent aussi, hein, qui est quand même pesant à vivre. Et donc là, il y avait une cousine qui était amoureuse de lui aussi. Et il s'est marié avec cette cousine. Claudel réagit assez violemment quand Massignon lui annonce ce projet. Et voilà ce qu'il lui dit dans sa lettre du 16 septembre 1913. Voilà que vous voilà condamné à cette vie médiocre où nous pataugeons tous. Ah, j'espérais autre chose de vous. Votre vie sera un calque de la mienne. Le mariage vous apportera assez d'occasions involontaires de mortification. Massignon, vous cessez d'être romanesque et intéressant. En 1914, Louis Massignon épouse sa cousine Marcelle Dansert d'Estelin. Le couple s'installe dans un appartement rue Monsieur à Paris. Il aura 3 enfants, dont Yves, leur fils aîné qui mourra de tuberculose à l'âge de 20 ans. Durant l'hiver 1934, alors qu'il est au Caire pour siéger au sein de la nouvelle Académie de langue arabe, Louis Massignon retrouve Marie Caïl. Marie Caïl, c'est très étrange, c'est qu'il l'a rencontrée au Caire dans des circonstances très mondaines, qu'il a eu pas un coup de foudre mais un choc parce que il y a une phrase très étrange où il dit: pour la première fois, je crois, un visage féminin me devenait supportable. Ce qui est quand même violent et assez abrupt. Et il l'a retrouvée, elle, bien des années plus tard. Et là, ça a été quelque chose de fort et qui n'était plus du tout dans la mondanité, l'amitié simple, enfin psychologique entre individus, mais qui était l'ordre de la révélation mystique, puisque Massignon avait évidemment considérablement évolué, et qu'elle aussi, et que là, il s'est noué une sorte d'union mystique. Il la convainc de prier, de s'associer avec lui et de faire un vœu. La notion de vœu est très importante chez Louis Massignon, de faire un vœu de Badalia.
Et Badalia en arabe, il le traduit par substitution. C'est encore cette notion de substitution qui est centrale chez lui. Et il s'agit, pour faire court, de prier pour le salut des musulmans. Louis Massignon et Marie Caïl se réunissent à Damiette, en Égypte, donc sur le bord du Nil. C'est le lieu d'ailleurs de la rencontre entre le Saint François d'Assise et le sultan en 1219 pour prononcer ce vœu de Badalia qu'ils vont reproduire chaque année. Et petit à petit, ils vont créer une petite communauté, un petit groupe de prière, d'abord de chrétiens d'Orient, qui petit à petit va s'exporter dans d'autres villes. Il va y avoir des groupes de prière, que ce soit à Beyrouth, à Rome, à Paris, même à Aix-en-Provence, pas très loin d'ici. Et donc la Badalia va se réunir les premiers vendredis du mois, et là les gens vont prier. Alors il va y avoir toute une série d'innovations qui vont être initiées par Louis Massignon, notamment celle de se tourner vers Jérusalem, que Louis Massignon qualifie de notre Qibla. Quand il dit ça, il se réfère à la Qibla de l'islam qui est la Mecque, mais il dit, pour nous chrétiens, notre Qibla est Jérusalem. Et en disant cela, d'ailleurs, il fait allusion au fait que, même pour l'islam, au début de l'islam, Jérusalem a été la première Qibla. Pendant, je crois que c'est entre 12 et 16 ou 17 mois, Jérusalem, tous les musulmans se tournaient d'abord vers Jérusalem, avant de se tourner vers la Mecque. Donc la Badalia, c'est ce groupe secret, peu connu, qui se réunit, et Louis Massignon écrit après des lettres mensuelles ou annuelles à la destination de tous ses membres. Donc nous n'avons pas de liste précise de qui était membre ou non de la Badalia. Il semble que le cardinal Montini, qui deviendra plus tard Paul VI, a fait partie de la Badalia dans les années 50. Et je crois qu'on peut dire qu'il y a dû avoir une forme d'infusion aussi qui a pu favoriser quelque part le lit du concile et des déclarations conciliaires envers les religions non chrétiennes et notamment l'islam. En 1949, Pie XII autorise Massignon à passer du rite latin au rite grec catholique melkite. Et l'année suivante, Massignon est ordonné prêtre catholique dans le rite melkite, qui autorise l'ordination des hommes mariés. Cet événement a lieu secrètement au Caire, dans l'église Notre-Dame de la Paix. Même s'il lui est demandé de ne pas officier en public, cette ordination est pour Massignon un accomplissement spirituel auquel il rêvait depuis sa conversion en 1908. Le manteau de la cheminée, c'est sur ce manteau de cheminée que Louis Massignon célébrait la messe. Il y a tous ces objets personnels et ces objets de dévotion. Massignon est professeur titulaire de la chaire de sociologie et sociographie musulmane du Collège de France pendant 28 ans, jusqu'à sa retraite universitaire en 1954. Il est aussi directeur d'études à l'École des hautes études, enseignant à l'École libre des sciences politiques et à la Nouvelle Université du Caire. Il rayonne sur les études académiques, dépassant largement la seule sphère de l'islamologie. Il étudie l'histoire des sciences et de la science politique, de même que les domaines du langage, de l'artisanat et des corps de métier, de l'architecture, de la poésie et de la littérature, de l'art et de l'esthétique. Raceta relâché en 55, Bourguiba relâché, le premier qui a été relâché en 54. Et on voit que ce meeting public à la Mutualité du 24 juin 54, on y voit quand même Albert Camus et Jean-Paul Sartre. Donc il avait réussi à mobiliser très largement parmi les intellectuels de son temps. Pour comprendre l'autre, il ne faut pas se l'annexer mais devenir son hôte.
comprendre quelque chose d'autre, ce n'est pas s'annexer la chose, c'est se transférer par décentrement au centre même de l'autre, en devenant en quelque sorte son hôte intérieur. C'est comme dans le système de Copernic, quand on l'a substitue au système de Ptolémée. Nous croyons le centre du monde, il faut un décentrement. L'essence du langage doit être une espèce de décentrement. Nous ne pouvons pas nous faire comprendre qu'en entrant dans le système de l'autre. Alors c'est une citation vraiment décisive qu'il faut comprendre à la lumière du contexte de l'époque et celui de la colonisation. Cette idée de décentrement, c'est une manière de dire qu'il ne s'agit pas d'avoir un point de vue surplombant sur l'islam de l'extérieur en se parant des atours des sciences occidentales. Et Louis Massignon, lui, défend une vision intérioriste de l'islam. Donc c'est vraiment en se situant au cœur de l'autre, notamment par la langue. Il parle souvent du fait de parler l'arabe comme une expatriation spirituelle. Il en parle aussi comme du langage, comme une sorte de pèlerinage. Il y a une affinité profonde entre la recherche scientifique et la compassion mystique. Et puis vis-à-vis des émigrés musulmans présents en France, originaires d'Afrique du Nord, tout professeur au Collège de France qu'il était, il va dans les banlieues, notamment à Grésillon. Il a un véritable souci non seulement ponctuellement d'aller donner des cours, enfin il y a un vrai soutien et un intérêt pour leur personne et leurs préoccupations profondes. La fin de sa vie est de plus en plus marquée par sa mystique de l'hospitalité d'Abraham, ce qui le conduit à fonder en Bretagne un pèlerinage islamo-chrétien dédié aux 7 dormants d'Éphèse. Inauguré en 1954, dans le contexte de la guerre d'Algérie, ce pèlerinage, greffé sur le pardon traditionnel breton, est porteur du message de paix. C'était à la fois un grand savant, un acteur politique et un mystique, mais simultanément. Et tous les textes de Massignon participent à la fois de l'analyse scientifique, de la réflexion politique et du témoignage mystique. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans des univers séparés. Il y a d'abord chez Massignon la vie de foi, la spiritualité et l'oraison qui propulsent ensuite l'action publique, et tout cela étant d'une certaine façon outillé par la science et la connaissance. Toutes les questions que Massignon s'est posées jusqu'à l'angoisse au long de sa vie sont aujourd'hui les nôtres. C'est-à-dire la question des rapports entre l'Occident et l'Orient, entre l'Europe laïque et le monde musulman, la question de l'homosexualité et de la sexualité au sein du clergé. Et pour ne rien dire, la question des migrants et des personnes déplacées. Massignon a senti, de manière presque charnelle, que ce seraient les grandes questions de demain. Pour lui, c'était évident. Cette idée du croyant comme l'homme qui marche, aujourd'hui, elle se pose plus que jamais. Les questions de Massignon sont aujourd'hui les nôtres. Par contre, les réponses de Massignon ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire que la réponse qu'il donne en fonction de cette théologie, qui est une théologie, les apotropéens, l'expiation, le dolorisme, puis en plus son rapport extrêmement quand même orthodoxe à l'intérieur de l'Église, en contestation permanente avec une certaine bureaucratie religieuse, une certaine conformisme idéologique de l'Église. Toutes ces réponses qui sont celles d'un croyant mystique de la fin du 19e et du début du 20e siècle ne sont plus les nôtres aujourd'hui. Donc on est confronté à un homme dont les questions et les questionnements incessants sont parfaitement contemporains, mais où les réponses sont complètement, d'une certaine façon, désuètes et oubliées. Dans son grand âge, Louis Massignon se sentira incompris et abandonné par certains de ses proches, dont les tentatives de le mettre à l'écart lui laisseront un goût amer. Cependant, son histoire ne sera rien d'autre que l'émergence graduelle de son vœu sacré dans un destin marqué à jamais par une expérience mystique vécue en Mésopotamie alors qu'il n'avait que 25 ans.
la visitation de l'étranger qu'il n'aura cessé d'évoquer durant tout le reste de sa vie. L'étranger qui m'a visité sur le Tigre, dans la cabine de ma prison, est entré toute porte close. Il a pris feu dans mon cœur, que mon couteau avait manqué, cautérisant mon désespoir qu'il fendait comme la phosphorescence d'un poisson montant du fond des eaux abyssales. L'étranger qui m'a pris tel quel, au jour de sa colère, inerte dans sa main, comme le gecko des sables, a bouleversé petit à petit tous mes réflexes acquis, toutes mes précautions et mon respect humain. Par un renversement de valeur, il a transmué ma tranquillité relative de possédant en misère de pauvresse. Celui dont la beauté rendit jaloux les anges est venu au petit jour et il a regardé dans mon cœur. Il pleurait et je pleurais jusqu'à la venue de l'aube. Puis il m'a demandé, de nous deux, dis, qui est l'amant ?